Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Julien! Salut! Bienvenue dans Design System. Je suis hyper content de te recevoir, même si c'est toi qui me reçois aujourd'hui chez Ornicar. Je suis hyper content que tu sois mon premier invité pour cet épisode. Avant de te présenter... Ouais, merci. Grosse pression. Merci. Avant de te présenter, j'aimerais bien présenter un peu le principe du podcast. En fait, on va passer sur deux axes. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre un peu d'où tu viens, ce qui t'a amené à faire du design et comment tu es arrivé là aujourd'hui. Ok. Et puis après, on va plus discuter de ce que tu fais aujourd'hui, comment tu travailles, tout ce que tu fais. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Super grand cool. Plaisir. Allons-y. C'est parti. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Julien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes. Donc moi c'est Julien, je suis Head of Design chez Ornicar. Voilà mon état. Ok. Sinon, donc je suis Product Designer, diplômé d'éthique, mais ça je pense qu'on va en parler juste après. On va juste en reparler. Ouais. Et bon voilà, humain de mon état. Super. Alors Julien, allez, on y va. C'est parti. Tu viens de parler de tes études. Moi, en préparant cet épisode, je suis un peu passé sur ton LinkedIn du coup, et j'ai remarqué qu'avant de faire l'éthique, tu avais fait 2 années à Sciences Po. Ouais. Et je me suis posé la question toute bête, comment on passe de Sciences Po à designer? Ouais, très bonne question. On y passe on passe par Sciences Po quand on se cherche un petit peu. Donc ouais, moi j'ai fait un bac S. J'ai enchaîné par 2 ans de prépa littéraire. Donc déjà S, littéraire. Et à la suite de quoi, j'ai intégré Sciences Po Strasbourg, effectivement, où j'ai passé 1 an et demi. Et en gros, donc 1 an et l'année et demie, c'était le temps qu'il me fallait pour me dire, en fait, le web, c'est vraiment ce qui me plaît. Okay. Je veux pas faire les métiers auxquels Sciences Po amène. Et donc, ça a été juste le temps pour me dire, en fait, cette passion que tu as, tu peux en faire un métier. C'était il n'y a pas si longtemps, mais n'empêche que à l'époque, c'était pas encore quelque chose de super développé, les métiers du web. Ouais. Et donc, il y avait vraiment ce sujet de l'assumer et de se lancer, de le vendre à tes parents. Et donc voilà. Comment? Parce qu'il n'y a aucun problème, c'est normal. Ouais, c'est bon ça. Et donc voilà, on passe de Sciences Po à devenir designer en faisant plein de projets le soir. En se projetant sur un projet entrepreneurial. Ouais. Tu faisais quoi justement comme projet? Tu bossais sur quoi? À l'époque, moi mon truc c'était de monter une start-up, c'était de créer une entreprise. Cool. Et donc t'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ou... Ouais. À l'époque c'était un site de job étudiant. Et donc il y avait cette volonté-là, et pour ce site de job étudiant, j'avais donc fait le design, j'avais fait du front, j'avais fait du back. À l'époque, je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. T'avais tout fait en fait. J'avais tout fait, et en fait, je le faisais le soir, et jusqu'au moment où je me suis dit, ce truc-là, c'est un truc viable, et surtout, ça me plaît, comparé à ce que je faisais au jour le jour. Donc, cool. J'ai quitté Sciences Po. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais une 20aine d'années. C'était, je te dis, il y a eu le bac, 2 ans de prépa et Sciences Po après. Donc, du coup, tu as appris à coder, front, back et à designer. Ouais. À l'époque, je faisais du design in the browser. Je sais pas si tu te souviens, c'était vraiment le truc. Ah ouais. Et donc j'ai appris ça. À la base, moi, c'était purement fonctionnel. Il fallait que le site marche. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on puisse ajouter des jobs, qu'on puisse y répondre. Voilà, tout ce qu'on attend de ce genre de service. Et t'as fait tout ça tout seul? J'ai fait tout ça tout seul, donc en autodidacte. Après, je veux pas me chauffer, c'était horrible. Si je montre mon code au dev qu'on a ici à Ornicar, il prendrait peur. Mais ça a permis de toucher à tout avant le design, même de comprendre comment tu crées une interface. Trop cool. Ce site, tu l'as jamais sorti? Si, ouais. Il a été sorti. On peut encore le retrouver aujourd'hui ou pas? Non. On pourrait pas le retrouver. Si tu vas sur Web Archive, on pourra le retrouver. C'était quoi le nom? Ça s'appelait Sequio, SEOQIO. Donc là, en termes de branding, on est au max déjà. Okay, ouais. Voilà, tu vois les premiers pas. Et si c'était sorti, j'avais eu quelques annonces. J'avais halluciné que des gens postent des offres sur mon site. Voilà.
Je pense que je le mettrai en lien de ce podcast si j'arrive à le retrouver, ça serait super. J'ai les designs, j'ai les premiers designs. Ah là là, ça bien cachés. Ouais. Du coup, comment t'as vendu ça à tes parents? Parce que t'en parlais. Comment tu fais? Parce qu'à l'époque, le web, c'était au début, mais comment tu fais? Ok, bah en fait, en les mettant devant le fait accompli. Désolé papa, maman. Ok, tu y allais. Ouais, c'était vraiment devant le fait accompli. Sciences Po était plus ce que je voulais faire. Ça m'amenait pas vers qui je voulais être. Et j'ai beaucoup de chance, c'est que mes parents l'ont compris ça. Donc en fait, à partir de là, ils m'ont demandé un plan d'attaque et on a pensé à éthique. On a trouvé éthique. Et ça, c'était un plan d'attaque parce que c'était un cursus que tu reprenais, c'était un master reconnu par l'État. Donc voilà, tu vois, en termes de réassurance des parents, ça faisait le job. Ouais, c'était au maximum. Voilà. T'as fait quoi comme spécialisation éthique? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Est-ce que t'es plus parti sur le dev, sur le design? Tu t'es dit, je vais tout faire? Ouais. Il y a plus de... Enfin, aujourd'hui, il y a des spécialisations. À l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, tu as différents types de cursus. Alors, bon, je me retrouve en sales d'éthique, mais je n'ai pas tout le discours. Mais en gros, tu as plusieurs types de formations différents, durées de formation. À l'époque, c'était juste un cursus unique. Donc, en fait, j'ai eu la même chose j'ai eu la même formation que mes potes dev, front et back, que Antonin, qui est notre CRO aujourd'hui à Ornicar. On a fait la même, donc profil marketing. On a fait la même formation. Okay. Et je suppose que ça t'aide maintenant au quotidien à parler avec les devs. C'est top. Okay, cool. C'est vraiment top. Aucun regret. No regret. Tu m'étonnes. Je pense qu'on en reparlera un peu après. J'ai vu que tu as fait pas mal de stages en tant que designer. Ouais. T'es pas très prolixe sur ton LinkedIn, donc je vais essayer de te sortir un peu les verres du nez aujourd'hui. Ouais. C'est pas bon pour le référencement, ça. Je pense qu'ils sont pas très contents. Quand je chercherai un job, j'y penserai. Ça va être compliqué. Mais du coup, si je me trompe pas, t'en as fait 4. Pendant ces 4 stages, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as testé des petits trucs? On t'a demandé juste de faire le petit design à côté, ou on t'a donné vraiment des choses à faire pures, où t'étais en totale autonomie? Ok. Effectivement, donc je te disais, c'est un cursus unique et en fait, tu te spécialises via tes stages. Okay. Et donc, la manière dont moi j'ai un peu architecturé mes stages, c'est que donc j'en ai fait en France, juste parce que tu dis que je suis pas très prolixe, donc je vais te donner un peu plus. Donc, j'ai fait un stage en France chez MFG Labs, tout premier stage, et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis, aux US, donc à San Francisco, chez Fantasy Interactive. Appelé maintenant Fantasy ou FI, ou voilà. Il faisait quoi? C'est un studio de product design, voilà, beaucoup plus axé produit que mon stage suivant qui était à New York, qui était chez Firstborn, un stage vraiment, une entreprise, c'est une boîte de pub. Donc voilà, projet assez différent. Chez FI, en gros, je bossais pour Google, pour vraiment des entreprises qui ont un produit et qui appellent Fantasy pour le développer. Chez Firstborn, c'était des marques et mettre en place des campagnes pour elles. Ok, voilà. Donc tu as pu voir en fait tout le scope du design. Voilà, et en fait, pour revenir exactement à mon premier point, c'est que je les ai architecturés un petit peu pour... dans l'optique, moi j'ai toujours eu dans l'optique de repasser côté entreprise, côté annonceur, et de travailler sur un produit tout le temps. Je voulais néanmoins apprendre ce que c'était que le marketing, que la direction artistique. Techniquement, faire des stages dans des boîtes comme ça, c'est un truc super parce que tu bosses avec les meilleurs designers du monde. En tout cas, c'est ce que, j'ai vu. J'étais toujours époustouflé par le talent de mes collègues, donc voilà, c'était plus prendre tout ce que j'avais à apprendre, quoi. Puis en plus, aux États-Unis, ils sont vachement plus en avance côté design qu'en France. Ouais. Donc j'imagine que ça t'a pas mal servi pour la suite. Ouais, et puis en plus, quand t'es à New York, bah t'es pas qu'avec des New-Yorkais, t'es avec des Brésiliens, des Russes, t'es avec les meilleurs designers du monde entier, quoi. Ouais. Le bon melting pot qui t'aide pour la suite. Exactement. Donc, cool. Et pour répondre à ta question, en vrai, j'étais forcément le stagiaire. J'étais le stagiaire dans des boîtes où il y a plein de talents, donc ça m'a bien permis de grandir et de me développer. Super. Et donc du coup, tout ça pour devenir creative director chez Digimind. Ouais. Alors, je suis allé sur leur site pour comprendre. Logiciel de veille et réputation et social media monitoring. Yes. Et t'as aucune idée de ce que c'est?
Absolument aucune. Voilà. Bah, c'est très simple. C'est les marques qui utilisent des outils comme Digimind pour savoir ce qui se dit sur le web ou sur les réseaux sociaux sur un sujet précis. Et donc, D'accord. un use case, c'est tu lances une campagne, bah, tu veux les retombées de cette campagne sur le web et les réseaux sociaux. Et donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Leur métier, c'est de crawler un peu tout ça et de faire des visualisations pour te dire sur ce sujet, c'est cet influenceur-là, le sentiment, il est plutôt positif ou négatif, les thèmes associés à ce sujet, ce sont ceux-là, tu vois. Ok. C'est un peu pour prendre la température sur un sujet. Beaucoup plus clair que cette tagline Aïe, aïe, aïe. marketeuse. Ouais. C'était quoi ton rôle? Parce que Creative Director, ça Ouais. veut un peu... Je suis désolé, hein, ça veut un peu Ah tout non, et rien mais t'as dire. raison. On met un mot anglais derrière ça. Complètement Du coup, d'accord. qu'est-ce que tu faisais concrètement Ouais, à ce moment-là? bah, Creative Director pour premier designer quand le CEO n'avait plus le temps de faire du design. C'est un joli titre. Ouais, voilà. Non, mais c'est complètement en dehors des normes jusqu'ici. Donc, en réalité, ouais, j'étais le premier designer, voilà, d'une boîte un peu plus de 200 personnes réparties. Ouais, il y a 200 personnes. Pardon, j'hallucine un peu. Ouais. T'étais le premier designer Ouais. d'une équipe de 200 personnes. C'est ça. Il y a- C'est ça. Du coup, il y avait qui d'autre? C'était une armée de sales? C'était Ouais, bah, que du alors produit? c'était comme tout B2B, en tout cas beaucoup de B2B, évidemment, il faut qu'il y ait une force de vente, qui ait une bonne force de frappe. Donc il y avait beaucoup de sales, et puis non, il y avait une équipe produit assez développée, marketing aussi évidemment, qui devait être, qui roulait très bien. Et donc la partie produit, elle était répartie entre Grenoble, il y avait une partie au Maroc aussi, Ok. et moi qui étais le seul designer à Paris et qui bossait avec le CEO qui était à New York. Voilà, donc en fait hyper formateur, ultra bien, parce que là tu es direct dans le grand bain, c'était pas un stage, ça c'était après être diplômé. Ouais. Donc là tu arrives direct dans quelque chose de enfin, tu vois, la communication, elle est asynchrone. Tes collègues, ils sont à des milliers de kilomètres. Donc voilà, c'était hyper formateur, ultra cool. Alors, ça se voit pas du tout puisqu'on est sur de l'audio, mais en fait, j'ai une tête qui hallucine un peu depuis tout à l'heure. Ouais. Comment tu fais quand c'est ta première expérience comme ça, enfin, je veux dire, premier vrai job, pour parler avec ton CEO à New York Ouais. et tes équipes qui sont pas sur place non plus? Moi, je vois dans mes premiers jobs, quand je devais parler à mon CEO ou mes boss, alors qu'on était l'un à côté de l'autre, c'était déjà hyper compliqué. Ouais. C'était en synchrone et dans la même pièce. Comment tu fais quand c'est en asynchrone, Ok. qu'il est de l'autre côté de l'Atlantique? Et comment tu parles à tes équipes? Comment tu fais en Et fait? comment ça se passe? Ouais. Bon, en réalité, hein, ça tournait déjà avant que j'arrive, donc tu vois, je suis pas arrivé, Ouais, mais- j'ai tout mis en place et tout. Ouais, mais, mais j'imagine que quand t'arrives dans une boîte, Ouais. c'est un syndrome que j'ai déjà vu, surtout quand Ouais. tu sors d'école, t'as un peu envie de réinventer la roue, au moins de t'investir, de proposer des choses. ouais. Est-ce que ça, est-ce que tes stages t'ont permis de pas faire ça, ou est-ce que t'as essayé de le faire? Enfin, Ah ouais. comment... Ouais, bah Ça après, s'est il passé. faut, mais ça, c'est comme partout, il faut comprendre un peu les mécanismes en place. C'était une boîte de 200 personnes qui avait 20 ans. Donc en fait, cette boîte elle fonctionnait, elle était rentable, et je parle au passé, mais c'était juste parce que c'était à l'époque. Et donc, moi, je m'insère là-dedans. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que c'est le CEO qui m'avait recruté parce qu'il avait adoré mon travail. Et donc, on partait déjà sur une espèce de relation de confiance où il me donnait le design parce que jusqu'ici, il le faisait. Mais on était sur la même longueur d'onde. Et après, pour ce qui est de mettre en place j'avais essayé de mettre en place un design system là-bas. Ok. Parce que ça faisait 20 ans, donc il y avait beaucoup de legacy Ouais, sur certaines mais- parties de l'app. Mais Et donc, je me ouais. permets de te couper parce Ouais. que la boîte a 20 ans, Ouais. elle fait de la veille de réseaux sociaux. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Ouais, bah, ils ont ajouté les réseaux sociaux il y a quelques années. Ils faisaient quoi? Ouais, Ils faisaient de la juste, veille de médias, ils trollaient le web. Ok. C'est-à-dire que les blogs, les forums, D'accord. tout ça, ça existe depuis super Ok. longtemps. Ah, Et t'as quand même des remontées qui sont pas social media, Twitter, Facebook, mais quand même qui Ok. Ah oui, donc ils étaient un peu précurseurs surtout complètement. sur toute cette Ouais. partie. Ah ouais, complètement. Ok. Je suis désolé, je t'ai coupé. Je Non, non. pense que c'est ce que je vais commencer à faire puisque je suis plus du tout mes questions.
C'est le premier. Ouais, ça y est, Premier épisode. ça y est, c'est parti. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça dans le podcast game, alors je me Écoute, permets. on se met au diapason. C'est ça. Du coup, ouais, ça se passait bien. Tu as essayé de mettre en place un design system. Du coup, c'était il y a 3 ans, 3 ans et demi. Ouais. Donc, le moment où un peu le design system commençait 3 ans. un peu Pardon, j'étais en train de calculer, c'était il y a 3 ans. Ouais, donc le design system commençait un peu à se mettre en place. C'était encore pas quelque chose à la mode. Tu as réussi à le mettre en place ou... Eh ben non. Ça s'est arrêté à tout le monde est on board et il faut le faire. Et alors, tu peux imaginer quoi, des interfaces qui existent depuis des années, voire des dizaines d'années. C'est un chantier de 2 ans à part entière pendant lequel tu crées pas de nouvelles fonctionnalités. Donc ça s'est arrêté là et c'est aussi le moment où moi je suis parti. Donc peut-être que ça aurait pu être mis en place. Tout le monde était on board. Il manquait plus que le faire, ce qui est quand même le plus compliqué. Okay. Ce qui est bien, c'est que tu m'offres une transition toute trouvée. Magnifique. Du coup, pourquoi t'es parti ? Eh ben, je suis parti parce que j'avais besoin à cette époque-là. En fait, le métier de Digimind s'adresse à des directeurs marketing, notamment, ou des agences marketing qui bossent pour leurs clients. Et en fait, l'empathie, elle est forcément limitée. Bien sûr. Et donc, j'avais besoin de me recentrer sur quelque chose qui me parlait beaucoup plus, moi, au niveau personnel. Même si le challenge design était super intéressant à Digimind parce que c'est de la data vise et moi j'adore ça. Donc voilà, c'est principalement cette raison. C'est juste, je passais le permis avec Ornicar et j'ai vu une annonce passer. Je me suis dit, en fait là c'est un signe. Il n'y a pas à discuter. Je suis moi-même le persona de cette entreprise. Donc super. Voilà. Du coup Ornicar. Yes. Auto-école en ligne qui révolutionne le permis. Yes. Je pense que pour le coup, la tagline est parfaite. Il n'y a pas besoin de l'expliquer plus que ça. Trop cool. J'imagine, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Y a plein de choses à rajouter. Alors, oui, de manière générale, on révolutionne le permis. On permet, nous, en interne, on dit qu'on permet. Alors, je vais en faire une boucherie parce que je vais pas avoir les mots exacts, mais en gros, on permet à tout le monde de s'ouvrir de nouveaux horizons. Par l'accès au permis, par l'accès à la mobilité, parce que de plus en plus, on va même essayer d'accompagner et d'avoir notre qualité d'accompagnement au-delà du permis sur l'achat de voiture, par exemple, ou la location de voiture. Donc voilà, mais oui, révolutionne le permis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a la pédagogie. On peut, avec les outils digitaux aujourd'hui, et ça je l'apprends à personne, j'ai l'impression d'être un vieux quand je parle comme ça des outils digitaux, on peut avec tous les tools qu'on a aujourd'hui apprendre bien mieux, c'est-à-dire que personne n'a envie de se farcir le code, donc on peut le faire bien mieux. On peut les mettre en relation avec des enseignants qui sont plus proches de chez eux, qui sont plus flexibles, et de l'autre côté, le pendant, ça veut dire que on rend la vie des enseignants beaucoup plus... ils sont beaucoup plus indépendants. Ils sont maîtres de leurs heures, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui gravitent autour de ça. Super. On repart un petit peu en arrière quand tu arrives. Je t'en prie. Premier designer, je suppose. C'est ça. Est-ce qu'à l'époque, on t'avait déjà donné le titre de Head of Design ou est-ce que tu étais juste Product Designer pour le coup ? J'étais Lead Product Designer. De toi-même. Voilà, c'est ça. Mais j'étais arrivé et j'avais dit, quand même, parce qu'à Digimind, j'avais eu un stagiaire. Et blague à part, moi, le but, et c'était un peu affiché à l'époque, j'étais dit, je veux pas être juste product designer. Moi, ce que je veux, si les conditions le permettent, c'est de monter une équipe. Bon, à l'époque, on était vraiment loin. À l'époque, l'équipe produit, c'était 3 devs et moi. Donc, ce qui est plutôt quand même pas mal. Tu as certaines boîtes qui galèrent un peu à ça. Exactement. Et vous étiez combien au total dans la boîte ? Une douzaine. Ok. Une douzaine. Parce que pour faire marcher Ornicar, il y a plein de métiers opérationnels aussi. Bien sûr. Voilà. Ok, donc il y avait 3 devs, un designer, personne au produit. C'était géré, je suppose, par le CEO ou... Non, c'est géré par Alex, qui est notre CTPO. Et qui l'est toujours aujourd'hui. Et donc, Alex, c'est... le couteau suisse qui est extrêmement bon en dev évidemment, mais qui dès le début a pris cette casquette produit.
parce que ça l'intéresse, parce que il veut être à ce niveau-là. Et donc, voilà. Top. T'arrives, c'est quoi tes premiers chantiers? Design system. Voilà, donc j'ai échauffé même par tout ce que j'avais commencé à mettre en place chez Digimind. J'étais à fond dans le sujet. Et donc voilà, surtout qu'en plus on était complètement aligné avec l'équipe. Moi je me souviens, c'était les questions de mon entretien, c'est dès que tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Si tu arrives, parce que tu sais, tu es toujours au conditionnel. Si tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Donc j'avais dit design system et tout le monde était hyper aligné. Et donc voilà, je suis arrivé et 2 mois après, on avait quelque chose en prod avec toutes nos apps redesignées du coup. C'est ouf. 2 mois, c'est que dalle en fait. Ouais, c'était très rapide. On a pris les shortcuts qu'il fallait aussi, mais sur le polish de l'interface, sur des parties qui sont des parties de l'app qui sont legacy et du coup tu les portes pas en React. Donc là, je sais pas si on va aussi techniquement là-dedans, mais donc c'était vous êtes passé sur une nouvelle app en React, c'est ça? Vous en fait, il y avait legacy des parties en Angular où tu peux pas avoir tes composants React et donc associé à des interfaces React où là tu peux utiliser tes composants. Okay. Donc voilà, et là on va pas tout refaire d'un coup, justement c'est l'un des shortcuts, donc tu tweaks le CSS pour que ça ressemble et voilà. Il faut au fur et à mesure. Voilà, exactement. Qu'on s'entende bien, parce que je sais que l'expression design system, pas ce podcast, mais vraiment le design system est plutôt galvaudé. Ouais. Premier épisode. Ouais. Ne le loupez pas. Ouais. Ça sera peut-être la phrase d'intro. C'est bon ça. Ouais, c'est bien. T'as fait louper ta question. Complètement. Oui, mais je vois où tu veux en venir. Style guide, design system. UI kit, description, etc. Vous, c'était quoi? Toi, t'as commencé par un sketch et puis après, tu l'as porté avec les devs et après, t'as commencé à rédiger les guidelines vraiment de chaque composant ou vous y êtes allé un peu à tâtons au fur et à mesure? Comment ça s'est passé quoi? Ça s'est passé par en gros, l'avantage c'est que j'arrivais avec des interfaces qui existaient déjà et donc je les ai toutes prises, je les ai toutes redesignées avec des boutons, des champs de formulaire, des niveaux de typographie, voilà, tous les éléments qu'il faut, mais pas rationalisés. Ça venait dans un second temps. Le premier temps, et le but était de se mettre d'accord sur le look and feel, à quoi ça va ressembler, tu vois. Okay. Et donc on a fait ça, et après on a juste rationalisé tout en boutons, en état, etc. Et c'est ce qui te donne ton style guide. Donc tu as raison, on parle pas de design system, on parle juste d'un kit UI, ce qu'on appelle un style guide. Ouais. Ok. C'est marrant parce que c'est ce moment-là où j'ai un peu parlé de ma vie. Ouais. Nous, on est en train de le faire chez Captain Contra, la boîte où je travaille. Et nous, on a décidé de faire complètement l'inverse de toi. On a décidé, par exemple, de tout créer composant par composant avant de les intégrer dans l'interface. Et ce qui crée d'autres problèmes, parce que parfois, c'est complètement décontextualisé, on doit le refaire. Mais je trouve ça hyper intéressant de montrer qu'en fait, il n'y a pas une solution. Et en fait, on est plusieurs à faire plusieurs solutions différentes. Et c'est hyper intéressant. Mais c'est intéressant de le prendre par ce bout-là aussi. C'est vrai que je sais pas à qui tu dois le montrer, tu vois, quelles sont les chaînes de validation, mais nous il y avait vraiment une idée de quelles sont les valeurs d'Ornicar, tu vois, c'est quoi la marque Ornicar et du coup comment elle est retranscrite, et par ça et pour faire ça t'es obligé, je crois, d'avoir toute l'interface pour le montrer, ne serait-ce qu'aux founders. Ok. Nous, on est plus. Nous, c'était un peu plus l'inverse. C'était un peu. On avait des problèmes UI, comme toutes les boîtes qui vont finir par se lancer. Et il fallait rationaliser le plus vite possible parce que nous, on est deux designers. Et là, le but, c'était plus de se mettre d'accord entre nous et d'aller au plus vite. En fait, personne. On était ok sur les couleurs et après, on a eu une gestion en totale autonomie des designers parce qu'il fallait aller vite. Okay. Donc, complètement différent. Voilà. Et puis après, on intègre au fur et à mesure, justement, tout ça. Mais on s'éloigne complètement du sujet du podcast. Toi, t'es arrivé tout seul. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe design? Aujourd'hui, on est 6. Bientôt plus. On recrute.
Voilà. Tu recrutes quoi comme profil? Vas-y, comme ça. Fais ta pub, c'est le moment. Ouais, ça marche. Ça dépendra de quand sort cet épisode, mais on recrute toujours des designers. Product, brand. On recrute. Alors actuellement, là, à l'instant T, on recrute des brands. Donc en novembre 2019, on recrute des brand designers, un brand designer, mais en réalité. Ornicar se développe et donc on a besoin petit à petit de gens. Il faut juste que ça suive avec toutes les autres équipes, que ça soit cohérent, tu vois. Donc les product designers, ça suit le développement des feature teams qui s'ouvrent petit à petit. Et donc on recrute des designers, on recrute des devs, on recrute des ops, mais blague à part, on recrute des designers. Ouais. Ok. Tu grilles toutes mes questions les unes après les autres, mais c'est pas grave. On y reviendra avec grand plaisir. On va y revenir justement. Vous êtes 6, ouais. Donc un head of design qui est toi. Ouais. Et après, comment est structurée l'équipe? Alors, on a l'ébauche de ce que sera l'équipe quand elle sera un peu plus développée. C'est-à-dire dans l'équipe design, il y a brand design et product design qui bossent tous ensemble. En tout cas, qui ont des rituels communs et qui sont tout le temps aligné sur tout le design qui est en train d'être fait à Ornicar. Et donc aujourd'hui, on a un brand designer et 4 product designers. Ok. Si je ne me trompe pas, vous avez 2 squads. Oui, c'est ça. Donc 2 product designers par squad, c'est ça? Pour l'instant, on est en plein dans la transition entre l'ancien modèle, qui était un espèce de modèle en waterfall, mais connecté, parce qu'en fait, on n'était pas très nombreux, donc ça le faisait. Et donc là, on est dans la transition. On a 2 feature teams, squad, feature team, on dit feature team. Et donc, c'est des grosses feature teams qui vont après être subdivisées en plusieurs feature teams. Donc là, il y a 2 product designers par feature team. Comment on monte justement une équipe de 6 personnes quand on est arrivé tout seul en 2 ans? Ouais. Comment tu fais pour recruter les bonnes personnes, trouver les bonnes personnes, pour structurer cette équipe? Ça fait plein de questions d'un coup. Ouais. Mais je trouve qu'elles vont toutes plus ou moins ensemble. Carrément. Bon, là, c'est un retour d'expérience très humblement. Comment on fait? Le tout premier truc, moi, la volonté, c'était de s'inscrire. On n'a pas parlé de tout ça pendant les stages et tout, mais moi, mon école, c'est vraiment le craft. C'est vraiment faire du design, être hyper exigeant au niveau de la qualité de notre travail. Quand tu parles de faire du design, tu entends un travail UI hyper léché, une UX je parle incroyable vraiment au niveau graphique et exigence au niveau de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur. Vraiment, moi, je lis tout ça parce que à travers mes stages et tout, moi, mon école, c'est pas divisé. L'UI est certes en UX. Tu peux imaginer des UX complètement folles à partir de l'UI et tu pourras pas le deviner avant d'être vraiment dans les pixels, tu vois. Et donc, bref, moi, je veux assembler parce que c'est raccord avec nos valeurs et là où on veut aller, Ornicar. Je veux assembler une équipe de gens qui sont passionnés de design et qui adorent et qui sont hyper exigeants à ce niveau-là, eux aussi, tu vois, qui se reconnaissent, qu'on connecte tous. Et donc, pour revenir à ta question, le tout premier truc que moi j'ai mis en place, qui était avec mes moyens du bord à l'époque, c'était de mettre en place un dribble parce que je voulais qu'on existe, surtout que notre site vitrine n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, c'était un vieux site vitrine, donc en fait tu tapais Ornicar, t'arrivais sur un truc que moi j'avais hyper honte, et donc il fallait qu'on existe en tant qu'équipe par ailleurs, tu vois. Ça marche bien de faire un dribble d'équipe? Ça a vachement bien marché, ouais. C'est ça qui a permis d'attirer des talents. Énorme parce que plus ou moins tous les profils avec qui j'ai parlé, ils connaissaient notre dribble, ils suivaient, et généralement ceux qu'on a recrutés, ils nous suivaient en fait et ils kiffaient ce qu'on postait. Ok, donc c'est un peu la marque employeur de l'équipe design. Complètement, complètement. Okay. Assez cheap. À un moment, je postais 2 fois par semaine, mais du coup. Pourquoi cheap? Parce que ça prend pas de temps. C'est pas cher, ce que je veux dire. Oui, mais après c'est pas. Oui, ok, d'accord. Tu vois, c'est pas cher comme moyen. C'est très facile à faire, à setup. Mais finalement, pas beaucoup de boîtes le font parce que moi, je vois, je vais devoir citer certaines boîtes, mais Payfit le fait. Voilà, j'en ai dit dédicace à Thomas. Thomas qui m'a invité sur Dribble. Voilà, ça devait être dit.
et à qui tu vas gentiment partager ce podcast ensuite. Voilà, ça, exactement. Il le repartagera ensuite chez Payfit. Ouais. Non, mais Spendesk aussi le fait. Ouais. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes en fait, qui prennent Dribbble encore aujourd'hui au sérieux. Ouais. Et donc, c'est un bon moyen de hacker le moi, truc c'était purement avec un objectif en tête, quoi. C'est-à-dire, il y a la partie partage de boulot que je pense est hyper importante. C'est aussi pour ça que tu vois, on est là, parce qu'il y a une communauté qui existe et c'est cool de la faire vivre et de rendre à la communauté comme tu peux. Parce que pour info, en fait, on s'est contacté parce que je t'ai suivi sur Dribbble. Ouais. Tu as liké un truc sur mon Dribbble et ensuite je t'ai contacté sur LinkedIn. Et ouais. Et ben voilà, tu vois. Et ouais. Tu vois comme ça fonctionne. Et ok. Et du coup. Mais donc pour revenir à ta question, comment on l'a créé, parce que c'est moi qui fais des parenthèses, donc je me permets de me recentrer après. Comment tu l'as créé? Eh bien, je te dis, en étant sûr que les valeurs que tu as envie que ton équipe fasse vivre, elles se retrouvent chez chacune de ces personnes. Voilà, qu'on se marre, qu'on s'entende très bien, qu'il y a un fit humain. Alors après, on met tout sur le fit humain, mais on n'est pas tous obligés d'être des grandes gueules et tu vois, et que tout se passe bien. Ouais. Mais justement, ça fait partie de tout ça. C'est l'humain, donc c'est hyper compliqué. J'ai pas de réponse. Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Évidemment. Ultra exigeant sur le portfolio, tu vois, le niveau d'exécution, mais pas suffisant. Et donc, pour trouver ce genre de pépites, eh ben, il faut mettre beaucoup de temps. Voilà. Du temps, ok. Ouais. Et du coup, en structurant cette équipe, ouais. Tu as fait des erreurs? Alors, deux éléments. Si j'ai fait des erreurs, j'espère que je les connais. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses erreurs, non. Tant mieux. Hein. Mais tant mieux. Et en réalité, on est très tôt encore. Ouais. Ça fait que début 2019, on était 2. Donc, du coup, tu as triplé l'équipe en un an. Voilà. Ça va, ça se passe bien quand même Bah, ça se passe très bien. Si tu veux, moi, mon job maintenant, c'est de designer une équipe design. Et donc, pareil que pour des maquettes, j'itère. Donc, tu leur demanderais, on change, on remet en question les rituels une fois par semaine. C'est quoi vos rituels du coup? Ok, donc le lundi matin, là je te le dis, c'est à l'instant T. Ça se trouve au moment de la sortie de cet épisode, ça aura changé. Non, mais ça c'est stable. Le lundi, on se voit pour un espèce de weekly, on appelle ça le design weekly, donc c'est un espèce de stand-up, même si on est assis, où on fait le point chacun sur nos tâches. Et donc vos tâches de la semaine à venir. Ouais, ce qu'on a accompli la semaine précédente et ce qu'on a prévu la semaine suivante. Donc voilà, on se réaligne sur les prios. Et voilà, on lance la semaine. Et après, il y a les design critiques. Alors justement, ça c'est un point dont on n'est pas sûr. Est-ce qu'on en fait une ou est-ce qu'on en fait 2 par semaine? Mais en gros, on se réunit et chacun a l'occasion d'avoir le feedback de toute l'équipe. Pour info, nous on en fait 2. Ouais, et on n'est que 2. Et en fait, on en fait sauter à peu près une par semaine. Voilà. Mais à 6, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. J'ai plein de questions que tu viens de me soulever. Je vais parler encore plus vite. Pour qu'on puisse tout aborder. Tu parles des rituels de l'équipe design. Est-ce que vous avez des rituels qui sont calés sur ceux de vos devs, par exemple des sprints, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indépendant et vous vivez un peu comme une équipe à part qui va ensuite se greffer à l'équipe dev? Ouais, il y a l'opérationnel, il y a le day-to-day et un designer fait partie d'une feature team. Mais après, il y a la transversalité métier. C'est-à-dire que il faut que les designers vivent avec des designers à un moment, ne serait-ce que pour s'aligner sur la qualité du design, pour choper des idées, collaborer, etc. Donc, il y a les deux. Il y a les rituels qui sont propres à la feature team et il y a l'équipe design. Ok, très clair. Et vos designs critiques, elles sont constituées comment? Qu'est-ce que vous y faites? Parce que je sais que chaque équipe finalement a sa design critique à sa façon. Ouais. Comment vous procédez? Alors ça aussi, c'est encore en work in progress. Pour l'instant,
quelqu'un a suffisamment avancé sur un projet et qu'il a envie de le montrer, ou que c'est le moment de... En fait, nous, la manière dont on le voit, c'est qu'une design critique, c'est le moment de multiplier le temps de cerveau que toi, tu as alloué, quoi. C'est-à-dire, t'es seul face à ton ordi et tout d'un coup, en fait, on est 6. Et donc, voilà, on l'utilise comme ça, soit au début d'un projet, soit quand c'est suffisamment avancé. Et c'est juste, on a un grand écran, c'est la salle derrière, tu la vois. C'est un très grand écran. Voilà, c'est un très grand écran et on projette du boulot. Et voilà. Et dans ces design, dans ces reviews, dans ces design critiques, merci. Nous, on appelle ça design review, c'est pour ça que je m'en mêle. Vous n'êtes que l'équipe design. Et affirmatif. Jamais de personne du produit, de l'opérationnel, jamais. Non, c'est vraiment un rendez-vous métier design. Mais justement, là, je suis en train de réfléchir à, c'est un truc qui se fait partout, hein, d'avoir des design reviews. Et donc là, les design reviews, pour le coup, c'est avec l'équipe, donc équipe tech, PM, potentiellement quelqu'un du leadership aussi. Et donc là, il n'y aura pas tous les designers, il y a les gens qui sont intéressés par ce projet. Ok, hyper intéressant. Je te repiquerai sûrement l'idée et je te dirai comment ça marche. Ouais, mais c'est pas encore en place, donc Ouais, nous on fait ça dépend vraiment des projets. En fait, c'est en place, mais de manière opportuniste et pas formalisée. Oui, bien sûr. Et c'est important de formaliser les choses, tu vois, pour pas qu'on passe trop de temps à s'aligner, à discuter. Voilà. À partir du moment où on est aligné, il faut aussi prendre du temps pour focus. Super clair. Du coup, aujourd'hui, comment tout à l'heure, tu disais que tu disais beaucoup, je ne sais plus quel mot, et moi je dis beaucoup du coup à chaque nouvelle question. Moi j'ai remarqué, je dis beaucoup c'est-à-dire ce soir. Ouais, mais dommage. C'est pas grave, on essaiera de les couper au montage ou de changer les mots, tu sais, de couper en plein milieu. Bonjour. Pas besoin. Comment tu gères ton temps aujourd'hui entre l'opérationnel et le management ? Ok. Le management, il est... Alors, en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a le management people, donc, qui est là vraiment assister et être là pour les membres de l'équipe d'un point de vue carrière perso. Donc ça se fait via des rituels. On a des one-to-one. Toutes les 2 semaines, j'ai un moment de discussion avec chacun. Vous parlez de quoi à ce moment-là ? C'est leur... moi, c'est ce que je leur dis toujours, c'est leur meeting. Et ils abordent tout ce qu'ils veulent. On parle pas du tout boulot, si ce n'est sous l'angle de j'en sais rien, j'ai un coup de mou en ce moment, du coup la performance marche moins bien et voilà, ou alors il m'a manqué cette info, ou alors la collaboration, là tu vois on est en plein dans la transition avec les feature teams, moi je suis hyper en veille sur comment elle se passe la collab avec tous les nouveaux métiers qu'on est en train de rassembler tous ensemble. Donc voilà, on parle de la performance de manière générale et le bien-être au boulot et on soulève toutes les pierres pour qu'il y ait rien de, tu vois, qui soit pas dit ou de rancœur ou tu vois, je sais quoi. Donc ça c'est la partie management people. La partie lead design, elle se fait en asynchrone ou en design critique donc voilà, soit quelqu'un a besoin de moi. Et ben, on prend un moment dans une salle de réu, ou alors il m'envoie une collection abstracte et voilà, ça se passe comme ça. Ok, chouette. Tu nous parlais un peu de tous tes rituels. Ouais. Comment vous travaillez plutôt day-to-day pour faire une feature ? C'est quoi vos méthodes ? Est-ce que vous commencez toujours par de la recherche utilisateur ? Est-ce que vous commencez par récupérer de la data ? Est-ce que vous commencez direct comme ça ? Ouais, quelle c'est intéressant. Votre façon de procéder ? Ça marche. Déjà, un premier élément de réponse, c'est que Ornicar, c'est un produit super large. C'est-à-dire que, tu vois, encore c'est-à-dire, on a la partie élève. Sur la partie élève, on a un outil de révision du code de la route avec un cours. On a la marketplace de réservation de leçons et on a toute une partie d'accompagnement aux démarches administratives. En vrai, il y a des business qui existent et qui font de l'argent uniquement sur la partie code. Nous, on fait ça plus plein d'autres choses. Et on a de l'autre côté toute la partie enseignant avec une app qui leur permet de gagner leur vie. Donc, tu vois, il y a plein d'enjeux aussi d'organisation, de productivité. Tout ça pour dire que
on n'est pas des centaines encore, et à chaque fois qu'on va sur un sujet, on n'est pas allé chercher quelques pourcents. Généralement, c'est une interface sur laquelle on n'est pas passé depuis 6 mois, 1 an, plusieurs années parfois. Okay. Bon, de moins en moins là, mais c'était le cas. Et du coup, en fait, tu arrives sur ces sujets-là avec des convictions énormes, ou alors juste la loi a changé et il y a des changements à faire qui sont évidents. Okay. Donc à partir de là, déjà, il y a des convictions très très fortes. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher une opportunité ou dans les besoins exprimés par les utilisateurs, tu vois. Cela étant dit, on fait de la recherche quand c'est utile ou quand on a besoin de clarifier des points. C'est hyper important pour nous que justement le designer ait toutes les infos et puisse déployer tout son process. Donc si ça inclut de la recherche... Vous faites quoi comme recherche? Vous allez sur le terrain, vous envoyez des questionnaires, vous faites venir des utilisateurs chez vous? Ouais, on a fait un peu tout. Côté enseignant, c'est hyper facile parce que si tu veux rencontrer un enseignant, tu bookes 1 heure et tu vas passer 1 heure avec lui dans la voiture. Donc ça, c'est parfait. C'est vous qui conduisez du coup quand ça se passe comme ça? On peut. Non, en général, on reste à quai. Mais on pourrait si c'était, je sais pas, tu vois, si on développait un truc live, pas une map ou quoi. Et donc côté élève, on fait un peu tout ce que tu as dit, c'est-à-dire on a envoyé des surveys, on a fait venir des gens et on utilise beaucoup la data aussi. On a une équipe de data analystes et qui font des études, eux, a priori, avec des recommandations. Ok. Tu vois. Très clair. Et ça, c'est plus une phase, on va dire, en amont, quand tu fais de la recherche avant de réaliser une feature. Comment tu fais pour ensuite valider le design que tu as fait? J'ai déjà vu que sur Dribbble, tu mettais plusieurs possibilités. Il y a des gens qui te donnent des avis. Comment toi, tu testes une feature après en vrai? En réalité, c'est beaucoup plus à ce moment-là qu'on rencontre nos utilisateurs parce que partant d'une conviction, on sait quel est le territoire de la solution. Par contre, la solution en elle-même, on la teste, tu vois, on s'assure qu'elle fonctionne. Et donc, c'est les mêmes moyens. On fait des protos. Est-ce que c'est là où c'est là que tu veux aller? Quels sont nos outils? Je viendrai après, mais c'est plus en fait, c'est plus la question de comment tu fais une fois que tu as réalisé, justement ces maquettes, ces features. Est-ce que c'est des protos? Est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu les envoies à des gens et tu fais des tests à distance? Est-ce que tu les appelles? Est-ce que vous faites des A/B tests pour aller plus vite? C'est plus cette partie-là. Puis après, on reviendra plus sur la partie réalisation. Ça marche. Ton dernier point, oui, on fait des A/B tests. De manière générale, on essaye d'aller vite. Et donc, le test utilisateur jusqu'ici, où on était moins staffé, prenait du temps et du coup... on le faisait en détail sur les trucs vraiment très importants. Par exemple, l'année dernière, en mai 2018, on a lancé cette app dont je te parlais pour les enseignants. Avant, c'était un site internet. On a lancé une app. Et donc, on a recréé toutes les fonctionnalités clés, tu vois, les fonctionnalités cœur pour qu'ils puissent faire leur métier. Donc là, je peux te dire qu'on a testé à fond parce que il en va de... leur vie. C'est-à-dire s'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de salaire et ils vivent mal. Et puis après, ils s'en vont. Voilà. Et puis, exactement. Et après, ça pose problème. Exactement. Mais bon, le premier truc, c'est pour eux, quoi. Donc là, on le teste et on les fait venir, proto, etc. Et sinon, de manière générale, comme on a des intuitions fortes encore, parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on est sur des périmètres qui le permettent, on discute en interne avec les équipes opérationnelles aussi, c'est ultra intéressant. Ok, vous essayez de shipper assez vite pour valider vos intuitions. Ouais. Ok, cool. Du coup, on va revenir sur la partie entre les deux phases de recherche, les deux phases de test. Carrément. Comment vous faites vos features? Comment vous réfléchissez? On a parlé tout à l'heure des designs critiques, mais comment ça se passe entre? Et puis après, quels outils vous utilisez justement pour mettre ça en place? Ta question, c'est très précisément, on sait qu'on fait à peu près ça. Le territoire de la solution, c'est ça. À toi de me dire.
Je sais que par exemple, je veux pas trop t'induire. Oui. Je vais inclure un billet. Je suis en train de utilisateur, ça. Je suis en train de faire le truc. Ouais, exactement, c'est ça. Des formations professionnelles. Mais tu vois, il y en a qui sont adeptes du double diamant où c'est prendre beaucoup de temps pour rechercher plein de choses, se concentrer sur un point spécifique et après repartir pour designer. Est-ce que c'est plutôt votre méthode? Est-ce que vous êtes plutôt on teste 12 000 trucs différents et on prend celle qu'on préfère et... Ok, ouais. Une solution chez nous, elle sera implémentée si elle passe les 3 critères. Elle répond aux besoins utilisateurs. Comment vous le... Je suis désolé. Comment vous déterminez ces besoins? Déjà, est-ce que c'est justement la phase de recherche en amont? Est-ce que c'est des besoins utilisateurs qui sont en interne, par exemple, vendre plus ou mieux? Est-ce que c'est considéré comme ça ou est-ce que c'est des KPI qui sont donnés au trimestre et que vous devez suivre absolument? Non, c'est pas aussi c'est pas architecturé comme ça. Et comment on connaît les besoins utilisateurs? Là, je te parle vraiment des choses fondamentales qui sont on connaît, pour le coup, on les a beaucoup rencontrés via des tests utilisateurs, ou alors moi, dès que j'étais arrivé, c'était mon deuxième sujet après le design system, c'était des personas. Et donc, je les avais rencontrés, etc. Et tu vois, il y a des choses qui sont dans leur intérêt ou non, et ça fait partie des choses qu'on teste, mais plutôt a posteriori, une fois qu'on a la solution. D'accord. Donc, bon, voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais il y a ce triptyque de utilisateur, le business, et puis les contraintes technologiques. Techniques, pardon. Technologiques, j'ai encore une fois l'impression d'être un vieux. Et donc, le Minitel. Ouais, voilà. Et une solution chez nous, si elle favorise la croissance d'Ornicar, si elle répond parfaitement aux besoins utilisateurs, alors effectivement, c'est peut-être un peu flou, mais je pense que c'est à voir aussi en fonction de chaque fonctionnalité. Et puis, si elle a des contraintes techniques qui permettent l'implémentation facile, et ben voilà, c'est intéressant pour nous. Et donc, tout ça pour dire qu'on passe beaucoup de temps à designer, à échanger justement avec le biz, la tech et le design pour... j'en ai oublié un 4e. Du coup, il y a aussi les standards de design. Tu vois, le niveau d'exécution auquel on souhaite être. Et donc, voilà, on s'aligne beaucoup entre nous, on en discute, on en débat avec les équipes opérationnelles qui sont au contact des utilisateurs. Et puis, si besoin, encore une fois, on fait venir des utilisateurs, on leur demande leur avis directement. Ok. J'ai une question sur la partie plus technique. Ouais. Nous, on a tendance chez Captain Contrat à être un peu l'opposé de la technique. C'est-à-dire que quand on doit redesigner quelque chose, on n'a aucune limite. Ouais. On part, je ne vais pas dire dans tous les sens, mais une fois qu'on a une solution qui nous semble viable, on essaye de gommer les limites techniques et après seulement on va voir avec les techs. Est-ce que tu veux dire gommer les limites techniques? C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a plus aucun problème. Nous, on a par exemple du legacy et on sait que certaines choses qu'on essaye de faire passer vont totalement en contradiction avec ce legacy, mais elles vont totalement dans le sens du business et des utilisateurs et même des... j'ai le mot en anglais, des requirements design. Ouais, des standards. Des standards, je te remercie. Standards, yeah. Et on essaye de faire fi totalement de la partie technique. Ouais. Et après, on voit ça à la fin. Est-ce que vous n'avez pas peur de trop vous brider justement en amont en prenant la partie technique ou c'est un peu reculer pour mieux sauter par la suite? Ouais. Alors, c'est peut-être lié au fait que pour moi, ça paraisse logique et c'est parce que je suis à Ornicar. Donc, pour donner un peu de contexte, il y a une très forte culture design au sein de l'équipe produit. Encore une fois, Alex, qui est notre CTPO, il a la partie product et si c'est pour pas dire design aussi, tu vois. Depuis le début, l'équipe produit aime le design et les interfaces très bien designées. Et là, je parle au sens anglo-saxon, très bien conçu, tu vois. Conçu, et puis après, le look and feel derrière, tu vois, la manière dont... la tête de l'interface. Et donc, je sais plus où je voulais en venir avec ce truc-là. Oui, tu parlais vous abordez... des limites techniques. En fait, nous...
étant donné que le design est très important, ça sera jamais. C'est très très sain comme balance qui est faite entre justement la faisabilité technique et le design. Donc ça a jamais été un souci en réalité. Et pour moi, c'est hyper important aussi que l'équipe soit sensibilisée à ça. Tous nos designers, ils comprennent la tech. Et on sait faire les concessions nécessaires. Le but, c'est pas de faire du design pour du design. No offense, hein, c'est juste nous, la façon dont nous on fonctionne, ça se passe très bien, ouais. Bon, nous non plus, c'est pas du design pour du design, mais c'est vraiment essayer de remettre à plat l'expérience utilisateur là où il y en a besoin, même si on sait qu'on va être bloqué. Et vraiment être le champion de ça et voir derrière, limite tirer dans une direction et voir comment on peut adapter, quoi. Exactement. Et puis il y a un moment, tu sais que tu vas devoir faire des concessions, tu les as déjà préparées, mais sait-on jamais. Le design a une place hyper importante, tu le disais, dans le produit, chez Ornicar. Comment ça se passe dans le reste de la boîte? Parce que je sais que moi, j'ai souvent eu, dans les différentes boîtes où j'ai été, un peu ce frein qui est le design, c'est juste pour faire joli. Donc, qui est une conception plutôt franco-française, puisque comme tu le disais, côté américain, c'est plus du design, c'est quelque chose qui est esthétique et qui est pratique. Donc nous, on est souvent vu comme vous êtes là pour faire la peinture, et la peinture, c'est ce qui rapporte le moins d'argent. Comment toi, tu vends ça auprès de tes autres équipes? J'ai pas trop à le vendre, pour être honnête. Donc je vais pas bullshiter une réponse. Non, mais par contre, il y a une réalité, c'est que j'ai eu la chance d'être là assez tôt. Et beaucoup de gens ont vu le design d'Ornicar évoluer par l'app et par la brand après. Et quand j'ai présenté par exemple notre rebranding, je leur ai expliqué tout le process créatif qu'il y avait derrière. Et je pense que ça participe à leur donner l'idée de l'impact que ça a, tu vois, et que c'est pas fait gratuitement, mais qu'il y a des raisons pour lesquelles ça a été fait. Et nous, notamment, ça a été fait juste avant notre série A, qui nous invitait à communiquer bien plus massivement qu'on le faisait avant. Donc en fait, tu as une brand, tu peux communiquer beaucoup mieux juste après, quoi. Tu communiques beaucoup sur toutes les évolutions de design que vous faites en interne? Moi, je le fais pas parce que c'est pas mon rôle, c'est plutôt le rôle du produit de s'occuper de ça. D'accord. Ça leur incombe d'aller discuter en amont des fonctionnalités à développer et puis après de tenir tout le monde dans la loupe de ce qui est fait, tu vois. Ok, hyper clair. Ce qui est bien, c'est que ma prochaine question que j'attendais depuis tout à l'heure s'appelle redesign du logo en interne. C'est bon ça. Et comme tu en as parlé, je pense que je vais sauter sur l'occasion. Vous êtes probablement la seule boîte que je connaisse à l'heure actuelle qui a fait son rebranding, enfin son changement de logo en interne, plutôt que de passer par une agence. J'en ai pas d'autres qui me passent en tête là. Pourquoi? Parce que je suis parce que je voulais tout faire. Voilà. En vrai, non. En réalité, il y avait une question de ça, c'est-à-dire que, mais c'est pas purement, enfin tu vois, c'est pas juste stupide et borné. C'est parce que tout le travail que j'avais fait de compréhension de ce qu'était Ornicar, de la mission, de où on voulait aller, je l'avais complètement internalisé et c'était tellement important pour moi, si tu veux. Ornicar, son développement et du coup la tête que ça allait avoir. En plus, j'avais passé plusieurs mois de frustrant parce que c'était l'ancienne brand. Et bah, ça, c'était pour moi, mais même, tu vois, hyper difficile de pas le faire en interne, pas le faire entre nous, tu vois. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça, avec toujours. En fait, quand tu te lances dans ce projet-là, il y a toujours le filet, il y a toujours un filet. Tu peux toujours dire, bon bah si on n'y arrive pas. Et ben on va faire appel à une agence. À une agence, à de l'aide extérieure, quoi. Et ça a marché? Et ça a marché, on a été jusqu'au bout. Ça a été très très rapide. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que on voulait le faire en interne parce que t'es hyper rapide, sauf si ça marche pas, hein, mais si le process marche, bah là en 2 mois on avait toutes les nouvelles guidelines et le nouveau logo et tout ce qu'il fallait. Quand tu dis nouvelles guidelines, tu as rebossé tout ce qui était du coup brand marketing derrière. C'est vraiment le brand book, quoi. C'est vraiment le brand book, donc toutes les règles typographiques,
les nouvelles couleurs, les nouveaux alliages de couleurs, le nouveau style illustratif. Et puis, on a ce truc très identitaire qu'on appelle le pattern, à défaut d'un meilleur nom. C'est ce que tu as pu voir en arrivant. On a des néons de forme du code de la route. Qui sont hyper stylés. Je te remercie. On est très contents. On aime beaucoup. Et donc, ce pattern-là, c'est un truc ultra identitaire qui est redessiné à partir de la géométrie de notre logo. Et c'est un truc qui existe, tu vois, qui est un espèce de marqueur graphique qui se retrouve un petit peu partout. Et c'est un élément assez important de notre brand, et ça en fait partie à haute, comme les autres choses que je t'ai citées juste avant, quoi. Chouette. Du coup, aujourd'hui, tu as un peu la double casquette de product designer et de brand designer. Ouais. Chouette. Ouais, je manage cette équipe brand design et product design. Et j'aide les designers. En fait, moi, j'aime tout faire de base, et en plus, j'adore Ornicar. Donc voilà, c'est la parfaite combinaison. Tant que je peux, ouais, j'aiderai sur tous les fronts. Chouette. J'avais une question un peu, qui est la dernière question concernant Ornicar, qui est un peu. Enfin, je vais te la poser, tu vas voir. En 2 ans, tu passes, on va dire, d'étudiant, après 1 an dans une entreprise, à Head of Design. Ouais. Tu crois que tu as encore des choses à apprendre ? Ouais, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que je suis très jeune, et ça fait partie de... tu vois, est-ce que ce que j'ai à dire est intéressant ? Donc, c'est pas à moi de juger, on verra. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc, énormément de choses à apprendre. La question, c'est sur quel sujet ? C'est-à-dire que là maintenant je suis plus dans un rôle de management, et j'apprends énormément sur plein de fronts, la gestion de l'humain, la création de l'équipe, le recrutement, etc. Ça te plaît de, on va dire, entre guillemets, de délaisser la partie design pour justement cette partie management ? C'est un truc qui te plaît ou... Parce que je sais qu'il y a... Je vais encore parler de moi. Ouais. Moi, une fois, j'ai lu un truc qui dit que c'est une théorie qui te dit qu'en fait, quelle que soit ta place hiérarchique, en fait, tu finiras toujours à atteindre celle où tu es mauvais. Ouais. Et moi, c'est un truc qui me fait peur. Et du coup, c'est ma question. Est-ce que toi, ça te fait plaisir et du coup, tu kiffes ce que tu fais et tu t'es investi à fond ? Est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes ? Est-ce que tu as peur de délaisser l'opérationnel et donc de perdre quelque chose ? Ouais, mais c'est tout un truc, ça, c'est les contributeurs individuels et les managers. Quand tu es très très bon dans un métier, quand tu es très bon designer, on t'invite au final à manager des designers et à plus faire le métier pour lequel tu es super fort. C'est ça. Donc ça, c'est un truc que on adresse ici, et que tout le monde soit évalué de la même manière. Qu'il soit contributeur individuel ou manager, que ce soit des tracks parallèles. Et donc, tout ça pour dire que moi, j'ai choisi. Est-ce que dans 2 ans, je serai toujours à cette position et content ? Je sais pas. Là, pour l'instant, c'est vraiment comme ça que j'ai l'impression que je vais aider au mieux l'équipe. Si jamais, encore une fois, j'y arrivais pas, ou que je m'épanouissais plus autant, eh ben, il serait toujours temps de recruter quelqu'un à ma place et moi de reprendre un métier purement design, purement hands-on. Et voilà. Et pour l'instant, tout va très très bien. J'adore ça. Cool. Mais hyper pragmatique comme réponse. C'est vraiment intéressant. Ouais, je trouve. Non, mais je vois, il y a j'ai connu justement des managers comme ça qui étaient attachés à leur rôle et qui refusaient en fait de redescendre. Ouais. Mais même s'ils savaient que ça marchait pas et qui sont restés jusqu'au moment de partir parce que tout le monde les détestait et que ça marchait plus. Mais ouais, je vois vraiment pas ça comme ça. C'est-à-dire, étant donné que j'adore le craft, c'est vraiment intentionnel de m'en être éloigné. Mais si tu veux, j'adore ça et je me considère pas, je suis juste différent. Maintenant, je suis plus designer, hein, honnêtement. Je me considère plus comme designer. Mais comme tu le disais, tu designes une équipe design, ce qui est... Exactement. Mais c'est un autre rôle. C'est d'autres trucs. C'est pour ça que c'est très bien, parce que je continue de me développer, j'adore. Ouais. Mais ouais, c'est très pragmatique. Concrètement, il sera toujours temps de recruter quelqu'un à ma place pour faire ce job-là de manager. Cool. J'ai envie de parler un peu d'un de tes side projects. Yes. Populate. Yes. C'est, en gros, pour résumer, et tu me corriges, c'est une collection de plus de 170 contenus, c'est en anglais, de real content,
populate ton design. Ouais. En gros, c'est juste, par exemple, tu veux des marques de voitures et toi, tu as toutes les infos avec des noms de voitures, avec les marques, etc. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée de créer Populate ? Alors, c'était il y a longtemps, et à l'époque, ça avait un autre nom, ça s'appelait list.design, qui était moins brandé, encore une fois, le branding. C'était, je pense, il y a 3 ans. Et c'était les premières démos d'Adobe XD avec de la data. Je ne sais pas si tu te souviens. Yes. Et c'était l'époque aussi où InVision Craft était chaud. Et donc, tu pouvais créer, je sais pas, un list item avec un nom et une photo et le dupliquer et ça populait donc via des sources de data très facilement ta maquette. Et j'avais trouvé ça ouf. Et du coup, j'avais envie de l'utiliser tout le temps. Et si tu veux l'utiliser tout le temps, il faut avoir toutes tes sources de données prêtes à l'emploi. Et donc, tu as créé ce truc-là et Voilà. après, tu as décidé de l'ouvrir Des noms, des prix, tu vois, juste, c'est un truc à la con, c'est des TXT avec plein de data sur un thème et voilà. Et bon, j'avais arrêté parce que bon, c'est un side project, donc pas très important. Et Sketch l'a intégré de manière native cette année, je crois. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le relancer. En réalité, c'était aussi ça m'a permis de toucher à Webflow qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, qui est vraiment canon comme outil. Ouais. Et Webflow voilà. qui sert à créer des sites et Ouais. qui a la particularité d'être vachement orienté design. Ouais. Et donc où tu peux tout simplifier. C'est ça, bien joué. Tu t'en sers au quotidien de Populate pour le boulot ou c'est vraiment quelque chose Bah, je m'en sers pas. Non, je vais être très honnête. Tu le marketes pas très bien du coup. Non, mais c'est pas grave, c'est un side project. Hein. Franchement, j'ai aucune ambition derrière ça. En réalité, et si on se lance sur le sujet, le sujet de la data dans des maquettes, c'est un vrai sujet et c'est pas résolu par Populate. Mm-hmm. Donc oui, je fais pas du tout la pub. Non, tu fais pas du tout la pub. Hein. Mais c'est pas grave. Non, il faudrait que, j'en sais rien, qu'en fait tu tapes pas, que tu crées pas des text layers, mais que ou qu'en tout cas tes text layers tu tapes pas dedans, quoi, que je sais pas, tu commences à taper et ça reconnaît quel type de données tu veux, ou ça te propose un dictionnaire et tu vois, pas que tu ailles chercher l'info et que tu populates et que tu remplisses ton text layer, mais que ton text layer se remplisse tout seul. Bon, voilà, donc je pense que tu as une idée de plugin pour Sketch là. Ouais, ou même d'un nouveau design tool. En vrai, c'est un truc ultra critique, quoi, la data. C'est la base de, je sais plus, le web, c'est 80% de texte, ou je sais plus, il y avait un truc comme ça. En tout cas, nos maquettes, c'est du texte et c'est même pas adressé encore, tu vois. Ouais. Là, c'est a posteriori, on vient ajouter de la data. Donc voilà, je l'utilise pas. Par contre, ici en interne, je l'utilise pas notamment parce que c'est trop générique. Mais pour nos besoins en interne, on a créé et on le fait de plus en plus. On crée notre propre bibliothèque, on crée notre propre populate avec les datas qu'on veut. On est tous syncés via GitHub et voilà, comme ça on l'utilise. Trop cool. Donc c'est des noms d'élèves mais réalistes, tu vois, c'est tiré de notre base de données. Okay. C'est, j'en sais rien, des bouts du cours de code. Tu vois, des trucs très spécifiques. Ouais, quelque chose qui donne quelque chose de complètement réaliste. Ouais, exactement. Et en parlant de ça, vu qu'on parlait des tools, ça m'a fait penser qu'on n'a pas du tout abordé ce sujet. C'est quoi aujourd'hui votre stack technique, on va dire, purement design ? Ouais. Sketch, Abstract, Soon to Be. Attends, non, je vais faire Sketch, Abstract, Sketch Cloud, InVision, Soon to Be, Figma. Bientôt, vous êtes prêts à faire le. Ouais, on est en train de. Ouais, donc c'est un vrai sujet. On est en train de recréer notre style guide, nos style guide, parce qu'on en a plusieurs. On a un pour quoi on a Kit pour les élèves. On a CARR, K-A-R-R pour les enseignants. Sachant que Kit, c'est K-I-T-T. K-I-T-T, c'est référence à K2000. Voilà. Et donc voilà, on en a 2 et en réalité, en plus de ça, on utilise pour nos outils internes Ant Design, qui est le design system édité notamment par Alibaba. Ouais. Et donc on a des flavors, on a recréé chez nous le design system. Okay. Voilà.
Donc on migre tout là en ce moment et bientôt en 2020 on sera que sur Figma. Chouette. Ouais. Du coup, moi j'avais une question à te poser quand même, qui est encore une, au final. Oui. Tu utilises Abstract. Moi, je voulais plus savoir si tu l'utilisais pour faire du contrôle un peu comme sur Git, tu contrôles ce que les gens pushent, ce qui n'est pas du tout possible de faire avec Figma aujourd'hui. Ouais. Ou est-ce que c'est plus un outil pour centraliser l'ensemble de ce que fait toute ton équipe, et donc du coup Figma va y répondre bientôt? Alors la partie purement versionning, au final on s'en est, ça fait plus de 2 ans et demi, 2 ans et demi en gros que moi je l'utilise, et le commit ça sert à rien. On n'a jamais réussi en tant qu'équipe à l'utiliser et que ça serve, tu vois, que ça apporte de la valeur, parce que moi, je veux pas du tout que mon métier, ça soit regarder l'activity tab et surveiller ce que chacun fait. Mais surtout, en fait, ça n'a aucune valeur. Ce qui est intéressant, c'est pas les étapes par lesquelles tu es passé, parce qu'en plus, nous les designers, on a un workflow assez chaotique. C'est-à-dire, tu passes je sais pas, tu fais une liste et puis après tu vas éditer le header et puis après tu reviens à la liste parce que ce que tu as fait sur le header, visuellement, ça introduit quelque chose qui fait que tu dois bouger un curseur graphique au niveau de la liste. Bon, voilà, tu vois, on fait plein d'allers-retours. Et donc, toutes les petites étapes ne sont pas intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est les versions majeures que tu fais. Tu vois, au bout de 2 jours, tu es arrivé à un truc, là, tu te dis, c'est cool. Ça, Figma permet de le faire. C'est-à-dire, il permet de créer vraiment ces versions majeures. De tout pusher d'un coup. Donc ça, c'est ça qui nous intéresse. Sinon, aujourd'hui, Abstract, c'est partager les designs pour de la review, pour de la critique ou pour les devs, ce que Figma fait très bien. Et du coup, pour tout ce qui est design system, est-ce que tout le monde peut travailler dessus? Est-ce qu'il y a un garant qui s'assure que que ça part pas dans tous les sens? C'était plus en fait dans ce sens-là où je te parlais d'Abstract, parce que moi je l'avais déjà utilisé plus pour contrôler le design system aussi, ce que Figma ne permet pas de faire. Et du coup, là aujourd'hui avec Guillaume, qui est l'autre product designer avec qui je travaille, on est tous les deux dessus, et en fait on change des choses et l'autre ne peut pas contrôler ce qu'a fait l'autre, et du coup des fois tu te réalises que quelque chose a pété, tu le refais et c'est bon, mais du coup il y a pas ce double check qui est possible. Ouais, effectivement, il n'y a pas. Donc j'ai pas de réponse là-dessus. Aujourd'hui sur Abstract, c'est en gros, vas-y. Ma question, c'était plus du coup, comment aujourd'hui vous faites? Est-ce que ton équipe fait des choses et toi, tu revérifies que ça correspond bien à ce que tu avais imaginé au début? Est-ce que chacun est indépendant là-dessus? Concrètement, attends, je suis en train de réfléchir à toutes les fois où on a ajouté ou updaté. Bon, il y a un truc, c'est que moi, je suis le dernier rempart pour tout ce qui est modification ou ajout, ou suppression même. Mais après, on est tous en train de discuter sur les composants ajoutés. Ça se fait au fil des projets. Donc chaque designer design son composant si ça a du sens. On réfléchit à comment les devs font partie de cette conversation. En réalité, c'est pas du tout quelque chose qui se passe que au design. Vous les impliquez à quel niveau? Pour les composants dans Kit, vraiment le plus tôt possible. Ou alors si c'est quelque chose dont on a besoin, nous, équipe design, tu vois, qui est vraiment un essentials et que on a absolument besoin de l'avoir, et ben on les informe que on va réutiliser ce composant. Ok, top. En réalité, tout ça demande de la consolidation, surtout que, encore une fois, en début de l'année, on était 2, donc c'était très facile. Bien sûr. Là, maintenant, ça va être beaucoup moins facile, mais justement, on va s'organiser pour que... Donc voilà, il y a plein de règles. Viens me revoir dans 6 mois, on en aura plein. Ok, avec grand plaisir. Je n'hésiterai pas pour la suite, pour l'épisode 15, 20, on verra. Écoute, on va terminer cet épisode. Cool. J'ai une dernière question à te poser. Celle-ci, tu la connais puisque je te l'ai envoyée. Est-ce que tu as des ressources, livres, blogs, articles, que tu pourrais nous recommander, que tu utilises au quotidien ou qui te servent un peu de bible? Et je t'ai dit que ma réponse allait te décevoir, donc la voici. Donc non, en réalité, quand j'étais plus jeune designer, il y a des classiques. Donc tu sais, tous les book apart,
Voilà, donc je les avais lus. Mais sinon, je lis peu de bouquins de design. Voilà, je lis peu de bouquins peu de bouquins de design. J'écoute assez peu de podcasts de design à part Design Details. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas encore assez. Exactement. Il y en a un nouveau qui arrive. Parce qu'il y a vraiment une opportunité de marché. Non, je lis assez peu. Par contre, je fais une veille qui est assez vénère. En fait, moi, il y a un truc, c'est que les bouquins de design, c'est ou trop généraliste ou trop spécifique par rapport à mon besoin. Je suis jamais vraiment très content. C'est plutôt du côté de trop généraliste, alors que moi j'ai besoin de vraiment d'insight métier, de de choses actionnables. Et donc c'est pour ça que je lis assez peu et que je préfère faire une veille ou aller sur un sujet précis et aller creuser dans Medium dès que j'ai un truc. Parce qu'en fait, Medium, c'est génial. C'est ce que j'allais te demander. Moi, il y a plein de sujets, tu vois. Le management, faire un one-to-one. Tu cherches ça sur Medium, tu as plein de choses. Ouais, avec plein d'exemples, plein d'explications. Exactement. C'est vraiment top. Exactement. Et vraiment des retours d'expérience super actionnables par rapport à un bouquin sur le management où là, tu imagines l'angoisse. Tu vois déjà la couverture sur Amazon, comment faire des one-to-one. Bon, voilà. Donc, moi, je préfère aller creuser et ma veille, elle me permet de rester en veille sur un peu est-ce qu'il y a des sujets que j'ai envie d'aller creuser. Je lis pas les articles, mais dès qu'il y a un sujet, je vais le lire et surtout ça me permet d'être à jour sur tout ce qui peut apparaître ou les choses qui sont intéressantes que j'explore. Et pour tout ce qui est tendance, tu fais ta veille toujours sur Medium, Dribbble, tu vas ailleurs. Par le tendance graphique. Ouais, plus tendance graphique. Je fais vraiment très très peu ça. Je le faisais beaucoup plus. Non, vas-y. Je le faisais beaucoup plus quand j'étais en agence où mon métier était beaucoup plus de la direction artistique. Donc là, c'était, créer des moodboards, aller chercher de l'inspiration, comme on dit, pour le style graphique. À Ornicar, on est, mais comme tous les autres services SaaS, dans des logiques de pattern, tu vois. Il faut qu'on n'invente pas des ergonomies, on utilise des choses qui sont déjà utilisées et intégrées par les utilisateurs. Donc à ce niveau-là, t'as pas à aller chercher trop l'inspiration, même si ça contredit un peu ce que j'avais dit, qui est de tout doit être designé, tu vois, mais et les designers doivent créer des ergonomies insolites via lui, mais bon. Après, tu réinventes pas la roue, mais en fonction du contexte, parfois tu te creuses un peu la tête. Exactement. Mais en fait, ça, c'est vraiment lié au problème. Tu te creuses la tête quand tu as un problème. Et nous, généralement, ces sujets-là, ils sont pas sur Dribbble. C'est-à-dire que personne n'avait fait une auto-école en ligne jusqu'ici. Personne n'avait fait une application pour les enseignants de la conduite. Voilà. Donc, il y a des choses qui s'y relient, mais on trouve pas les réponses. En fait, après tout, le but d'un product designer aujourd'hui, c'est pas tellement de designer, c'est plus de trouver des problèmes et trouver surtout les solutions à ces problèmes pour aider les utilisateurs. C'est bon, ça. On va rester là-dessus. Ça serait pas l'intro. Non, mais voilà, pour te répondre, je suis assez peu les tendances actuelles. Ok, super. S'il y a des gens qui veulent te contacter, on les renvoie vers quoi ? LinkedIn, Twitter, Dribbble, Insta, Snap. Allez, la totale. Non, Twitter. Je mettrai ton profil cool. Dans la description. Je tweete très très peu, mais je regarde beaucoup. Twitter c'est bien. Tu te sers de Twitter pour la veille ? Je me sers de Twitter pour la veille, ouais. C'est un très très bon canal pour justement choper les sujets, tu sais, qui émergent. Un peu tendance du moment. Exactement. Cool. Surtout que je suis des gens que je respecte, donc ils ont toujours des choses intéressantes à dire. Qui va voir mes followings. Ok, je renverrai aussi vers tes followings du coup. Carrément. Eh ben écoute Julien, merci beaucoup. J'espère que c'était cool parce que c'était ton premier podcast. Ouais. C'était mon premier podcast. Donc bravo. J'espère que tu as vachement kiffé. Moi, c'était le cas. Et pour te rassurer, j'ai appris plein de choses. J'espère que ça sera un sentiment partagé. Et merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi. Et puis à bientôt. Super cool. Merci beaucoup. Salut. Vous êtes encore là ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.